Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez un gros parasite? Quand vous étiez adolescent et que vous restiez toute la journée affalé sur le canapé à regarder Art les cœurs vifs? Ou parce qu'en soirée, c'est toujours vous qui taxez les clopes? C'est pas très sympa, hein? Mais... Et si c'était vrai? Bon, parasite, c'est peut-être poussé un peu. Mais un gros virus, c'est déjà un peu plus discutable. On pourrait même le quantifier, à hauteur de 8%. 8%, c'est la proportion de notre ADN qui est vraisemblablement d'origine virale. On parle de rétrovirus endogène ou d'endovirus. Il s'agit de portions d'ADN qui ont été introduites dans notre génome par des virus, puis qui ont été rendues inactives. Il est difficile de savoir exactement comment ça s'est passé, que ce soit au moment de l'intrusion ou au moment où les virus ont été rendus défectifs. Mais grosso modo, le processus a dû suivre le mécanisme suivant. De base, une cellule a son ADN. Elle le transcrit en ARN, puis, par l'intermédiaire des ribosomes, elle synthétise des protéines. Un virus, qui ne dispose pas en propre des capacités de répliquer son propre matériel génétique, va donc l'injecter dans une cellule qui l'infecte. Le matériel génétique viral est donc lu par la cellule en même temps que son propre matériel génétique. C'est donc elle qui se charge de dupliquer les nouveaux virus, qui vont à leur tour aller infecter de nouvelles cellules. Normalement, les cellules infectées signalent leur état au système immunitaire qui se charge de les éliminer, et le virus est éliminé par la même occasion. Maintenant, si à un moment ou à un autre, une mutation affecte la portion de matériel génétique viral, de telle sorte qu'elle mette fin à la réplication virale, mais sans que cela ne signale la cellule au système immunitaire, ben voilà, l'ADN viral reste là, intégré à l'ADN déjà en place. Encore une fois, on ne sait pas précisément comment se déroule ce processus en détail, que ce soit au moment de l'intrusion ou au moment où le virus est rendu défectif. Et de toute manière, quand ça arrive, encore faut-il que ce soit transmis à la descendance. Donc, ce que je viens de dire, c'est plus pour illustrer l'idée que pour dire comment ça se passe exactement en vrai. On est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, ce processus est essentiel pour nous, car sans lui, pas de syncytine, car les gènes qui les codent sont d'origine virale. Et pas de syncytine, pas de syncytiotrophoblaste, dont ces protéines permettent le développement. Et pas de syncytiotrophoblaste, pas de placenta, car c'est ce tissu embryonnaire qui produit l'hormone qui met fin aux règles et qui permet également à l'embryon de se fixer à la paroi utérine. Et pas de placenta, pas de mammifères. Pas de mammifères, pas de nous. Pas de nous, pas de nous. C'est assez flippant de se dire que quelque chose d'aussi essentiel pour notre espèce que le placenta est d'origine virale. Et puis c'est aussi un peu humiliant en tant qu'espèce dominante, faut pas se le cacher. C'est un peu comme si on disait que le pouce opposable avait pour origine la courgette. Heureusement, on peut se consoler en pensant à l'autophagie. L'autophagie, c'est quand des cannibales sadomasochistes tirent au sort lequel d'entre eux ils vont manger. Non! L'autophagie, c'est un processus permettant à la cellule de se digérer elle-même. En passant par plusieurs voies de dégradation successives, une cellule recycle massivement les macromolécules et les organites qui la composaient, afin d'en réutiliser les briques pour composer de nouveaux organites ou de nouvelles protéines. L'autophagie est loin d'être anecdotique, car on évalue qu'elle représente à peu près 50% des besoins. Et donc, sans elle, on devrait manger 2 fois plus pour se maintenir. C'est assez bizarre de se dire qu'une moitié de nous-mêmes vient de nous-mêmes. Mais après tout, les atomes qui nous composent ne font que passer, et l'immense majorité des cellules qui nous composent sont bien plus jeunes que nous. On estime que le corps humain est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Et, chaque jour, 300 milliards de cellules vieilles ou abîmées sont éliminées. La durée de vie des cellules est très variable, parfois même au sein d'un même organe. Dans l'intestin, les cellules de la paroi intestinale ne restent avec nous que quelques heures, alors qu'on profite d'autres cellules intestinales jusqu'à 16 ans. Les globules rouges ont une durée de vie de 4 mois, tandis que les cellules du foie vivent de 300 à 500 jours. À l'inverse, celles de l'épiderme vivent 2 semaines. C'est 1 semaine pour celles de la cornée. Et les cellules du cortex ont l'âge de l'individu. On est donc un peu comme un bâtiment qui, de rénovation en rénovation, est plus vieux que les pierres qu'il compose. Si on n'est pas toujours le même, on n'est pas tous les mêmes non plus. Le muscle long palmaire est absent chez 14% des individus. Pour savoir si vous êtes dans les 14%,
ou dans les 86%, il suffit de pincer fermement le pouce et l'index, puis de fléchir le poignet, et de voir si dans le bord externe du poignet apparaissent un ou deux tendons. Et pour savoir si vous êtes dans les 1%, il faut regarder si vous gagnez au moins 106 210 € par an. On parle aussi d'intolérance au lactose, comme si la maladie c'était de ne pouvoir digérer le lactose. Or ça, c'est la norme. Au niveau mondial, 66% de la population ne digère pas le lactose, et seul un tiers le tolère. On devrait donc plutôt parler de tolérance au lactose. Dans le cas de la tolérance au lactose, il s'agit vraisemblablement d'un caractère qui se développe. La tolérance est présente chez tous les enfants, mais chez certains, elle n'est pas perdue à la fin de l'enfance et se prolonge à l'adolescence et à l'âge adulte. Et comme cela donne un avantage car cela permet de consommer du lait ou du fromage tout au long de la vie, il est permis de penser que ce caractère va continuer à se répandre au sein de la population. A l'inverse, dans le cas du muscle long palmaire, il s'agit d'un organe vestigial, qui servait vraisemblablement à l'origine à se balancer de branche en branche. Et comme ça sert terre à pas des masses aujourd'hui, on peut penser qu'il va continuer à disparaître. On peut voir ici à l'œuvre un double phénomène. D'une part, de nouvelles caractéristiques apparaissent chez quelques individus puis se répandent peu à peu au sein de toute la population. D'autre part, des caractéristiques obsolètes disparaissent chez quelques individus. Et comme ça ne change rien ou pas grand-chose, ou qu'en tout cas ça n'handicape pas irrémédiablement ces individus, finalement, peu à peu, ces caractéristiques disparaissent chez de plus en plus de monde jusqu'à finir par complètement disparaître de l'ensemble de la population. À cet égard, il y a un autre exemple rigolo chez l'homme. C'est le syndrome de la côte cervicale. Normalement, chez l'homme, on trouve 12 paires de côtes, soit 24 côtes. Et chez 1 à 2% de la population, on trouve une côte en plus, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux côtés. Et ces individus se retrouvent donc avec 13 paires de côtes, comme chez le gorille ou le chimpanzé. Pour savoir si vous l'avez, il suffit de vous ouvrir la gorge avec une scie sauteuse. Non. Bah non. Par contre, faut faire une radio, je pense. Et de manière amusante, on peut retrouver tout ça chez d'autres espèces. Je vous parlais tout à l'heure des rétrovirus endogènes. La dernière fois qu'un rétrovirus endogène a été incorporé à notre génome, c'était il y a 150 000 ans environ. Et on a observé ce phénomène chez tous les eucaryotes étudiés. On peut donc l'observer en train de se dérouler en direct chez d'autres espèces. C'est le cas du koala par exemple, avec le rétrovirus KORV, qui est un cas un peu particulier car il est impliqué dans le syndrome d'immunodéficience du koala. Quoi qu'il en soit, il a commencé à envahir son génome germinal il y a 50 000 ans environ. Il n'est pas présent chez tous les individus, ni toujours au même endroit du génome, et par ailleurs, il se recombine avec un autre virus endogène pour devenir l'ordre défectif. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit vraisemblablement d'un exemple de transformation de virus pathogène en virus endogène défectif en train de s'accomplir sous nos yeux. Et sous les yeux de nos grands-pères, des grands-pères de nos grands-pères, des arrière-grands-pères de nos grands-pères, des méga-grands-pères, téra-grands-pères, d'iota-grands-pères, et nos pico-petits-fils. Mais jusqu'ici, on n'a parlé que d'ADN viral, qui a certes été intégré au génome, mais qui est inactif, qui ne code pas de protéines. Ou alors de gènes qui, après avoir été intégrés au génome et après avoir été inactifs pendant un petit moment, ont muté à nouveau pour donner quelque chose comme la syncytine. Mais si l'échange entre espèces de gènes intacts, importés en bloc et directement actifs est quelque chose de commun chez les bactéries ou les champignons, c'est tout de même un peu plus difficile d'imaginer ça chez des êtres un peu plus complexes comme les animaux ou les plantes. Non? Eh ben non. Voici l'Elysie émeraude, un gastéropode de la côte est des États-Unis. C'est le seul animal photosynthétique. Seulement, il ne produit pas lui-même de chloroplastes. Où va-t-il donc les chercher? Eh bien, tout simplement, il va les piquer chez les algues dont il se nourrit. Mais voilà, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a les chloroplastes, il faut aussi les protéines qui vont bien pour que ça serve à quelque chose. Et celles-là, les Élysies les produisent elles-mêmes. Mais par contre, les gènes qui codent ces protéines, elle est directement les chercher chez les algues qu'elle mange. Elle les a donc acquis par transfert horizontal de gènes entre espèces. Par contre, oui, du coup, ça ressemble vachement à une grosse laitue. Un autre exemple, ce sont les acidies. Il s'agit d'un animal marin dont le corps a le plus souvent une forme d'outre recouverte d'une tunique de cellulose. Eh bien, cette tunique, cette sorte de peau en quelque sorte, elle est due à l'intégration dans son génome de gènes provenant d'actinobactéries. En tout cas, si cette vidéo ne marche pas, on va finir aux acidies. Et chez les plantes, le cuscute est une plante parasite qui vit en s'enroulant autour de ses hôtes. Elle en pompe alors la sève à l'aide de suçoirs qui perforent les vaisseaux de la cible. On savait déjà qu'elle modifiait la régulation génétique de ses victimes. En injectant des micro-ARN,
qui, une fois introduits à l'intérieur des cellules de l'hôte, viennent bloquer certains ARN messagers, la cuscute bloque le processus de création de protéines qui sinon permettrait la coagulation des coupures créées par les suçoirs. Mais on sait maintenant qu'elle fait plus que ça. Elle a également acquis 108 gènes provenant de ses hôtes par le biais de transfert de gènes horizontaux. Il s'agit en grande partie de gènes de défense, ce qui peut s'expliquer soit car ils ont une capacité à s'intégrer plus facilement dans le génome, soit car la cuscute les a sélectionnés en raison de leur fonction. À l'extrême rigueur, qu'on retrouve ça chez des plantes parasites, bon. Étant donné leur mode opératoire et la proximité avec leurs hôtes, ça peut se concevoir. Mais on retrouve également ce mécanisme chez de simples plantes, comme la graminée Allothéropsis semialata. Sur ces un peu plus de 22 000 gènes, 59 ont été acquis latéralement pour un minimum de 9 donneuses. Mine de rien, ce mécanisme opportuniste fait économiser des millions d'années d'évolution. S'il est des êtres qui changent, il en est aussi qui sont immuables. Voici Pando. Il vit aux États-Unis, en Utah, et son âge a été évalué à 80 000 ans. À cette époque, l'Homo sapiens n'avait même pas encore pénétré en Europe. Vous contemplez peut-être ici le plus vieil être vivant de toute la planète, celui dont la sagesse multimillénaire pourrait nous apprendre à préserver notre planète commune. Ouais, mais Pando, c'est un peu de la triche, car en réalité, il s'agit d'une colonie d'arbres clonales, le peuplier faux tremble, qui en réalité se clone lui-même. Et donc, si tous les troncs que vous avez vus sont issus d'une même souche, 80 000 ans, c'est l'âge estimé à partir de l'analyse des différences d'ADN entre un tronc situé d'un côté et un autre tronc situé de l'autre. L'analyse des troncs en surface donne un âge moyen de 130 ans. Voici donc Old Chico. Perdu dans le fin fond de la Dalecarlie suédoise, il a 9550 ans. Vous contemplez le doyen de tous les êtres vivants de cette planète. Son ombre majestueuse répandait sur le sol son savoir ancestral depuis 5000 ans, quand l'homme a inventé l'écriture. Mais après c'est pareil, c'est un arbre clonal. 9550 ans, c'est l'âge certain mesuré dans les racines. Mais après, le tronc qu'on voit, il est beaucoup plus récent. Humain impur, pose tes yeux vaniteux sur Mathusalem et contemple le plus vieil être vivant de ta misérable planète. Ce coup-ci, c'est sûr. Vous pouvez bâillir vos yeux, tout ça. Il a 4850 ans. Et ce coup-ci, c'est l'âge calculé, mesuré et certain. Du haut de tous ces ans, que peut-il bien penser de nous, misérables insectes qui ne faisons que passer, agités de soubresauts abscons créés par les plaisirs vains de nos sociétés illusoires. En vrai, on sait pas. C'est quoi qui compte? Les machins sûrs, les trucs clonaux, les estimations bidules. En vrai, on sait pas. Du haut de ces frondaisons, 48 siècles nous contemplent. Dors en paix, doyen de la vivité. Tes fidèles serviteurs gardent ta demeure et te présentent leur humble respect. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de la 8724e chaîne YouTube de vulgarisation scientifique. Si vous l'avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez-la, envoyez-la à tous vos amis. Et comme cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN mais par SudVPN, un VPN étant bien évidemment un Virtual Porn Historic, qui fournit des historiques propres, son concurrent qui lâche beaucoup moins de thunes, n'hésitez pas à faire un petit tour par la page Tipeee pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine fois!